retrouvons Charles d'Anjou qui est en direct de Moscou exceptionnellement puisque Régis Le Sommier est sur le terrain en reportage. Encore une fois, des gens de terrain, mes chers auditeurs, vous le savez, Ligne Droite, c'est aussi la radio sur laquelle vous entendez les gens qui vont s'informer directement sur place. Charles d'Anjou, est-ce que vous nous entendez ? Bonjour Liselotte, bonjour à tous, je vous entends très bien. Bon, on est ravis que vous soyez avec nous ce matin. Et puis, on va pouvoir parler évidemment de la situation géopolitique. C'est quand même votre sujet. Ça tombe bien, puisqu'en plus, vous êtes en direct de Moscou. Peut-être commencer par nous en dire un peu plus sur l'ambiance qui règne en Russie en ce moment. Quel est l'état d'esprit vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la France, de Macron ? Alors, la vie en Russie n'a pas beaucoup changé. Je dirais la vie suit son cours. Par contre, les Russes suivent avec intérêt ce qui se passe à l'échelle internationale. Évidemment, pour eux, l'arrivée de Donald Trump a changé beaucoup de choses, puisque jusqu'à la fin de la présidence Biden, il faut dire qu'ils étaient quand même dans le monde occidental, le monde entre guillemets civilisé, ils étaient quand même bien isolés, avec le soutien des BRICS, de la Chine, de l'Inde, de l'Arabie Saoudite, de la plupart des pays du Moyen-Orient, qui ont permis de contourner, de surmonter les sanctions financières, puisque je crois que du côté de l'Europe, par exemple, c'est plus de 15 000 sanctions qui ont été infligées à la Russie depuis 2022. Et puis donc, depuis l'arrivée de Trump, il voit effectivement un rapprochement entre les deux présidents, entre les deux lignes politiques d'ailleurs, puisque au-delà de l'Ukraine, il y a des convergences évidentes qui se font entre Trump et Vladimir Poutine. Il faut rappeler que, puisqu'on parle de droit de douane en ce moment, qui est en fait je dirais qui fait partie de l'apanage des souverainistes de contrôler ces droits de douane, eh bien, la Russie fait exactement la même chose. Et donc, on n'a pas entendu de la part de la Russie de protestation, de pleurniche face à la décision de Donald Trump. Il considère que c'est tout à fait normal de pouvoir décider du niveau de ces droits de douane. Et donc, les Russes de la rue voient bien qu'il y a un rapprochement. Les Russes sont sortis ont arrêté pour d'être, je dirais, exclus. Et l'aide américaine, la convergence avec les Américains, eh bien, ça leur donne des possibilités à court terme en Ukraine, mais aussi à moyen et long terme, puisqu'on parle de plus en plus d'un partenariat économique, d'une forme de partenariat stratégique entre les Américains et les Russes, ce qui est pour les Russes tout à fait nouveau, puisqu'il n'y a jamais eu autant de perspectives avec Trump depuis 30 ans, depuis la fin de la guerre froide. C'est tout à fait inédit et les Russes en ce moment attendent, ils continuent à soutenir l'effort de guerre, mais je dirais face à la situation compliquée dans laquelle se trouvent les Européens aujourd'hui, eh bien, ils sourient et ils regardent la montre. Les financiers américains qui avaient soutenu le nazisme en Allemagne dans les années 30 sont les mêmes qui avaient soutenu le bolchevisme en Russie. Donc il y a déjà eu ce rapprochement entre Américains et Russes. Donc à un siècle de distance, on se retrouve avec le même type d'alliance d'une certaine manière. Oui, absolument. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une partie dans ce monde, je dirais, européen, occidental, blanc, il y a une ligne de fracture qui est évidente, qui est une ligne idéologique qui dépasse les intérêts géopolitiques des grands blocs géographiques, que ce soit les États-Unis, l'Europe, la Russie, jusqu'à l'extrême est, jusqu'à l'extrême-orient russe. Aujourd'hui, la ligne de fracture, elle est idéologique et on voit bien qu'aujourd'hui, à la manœuvre, eh bien, on a trois personnalités fortes en Europe, que sont Ursula von der Leyen, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et Emmanuel Macron, et qu'ils ont décidé de passer outre finalement l'intérêt, je dirais même des nations, des pays, des États et des peuples européens pour se livrer à une guerre idéologique sans merci, on peut dire quasiment, avec Donald Trump qu'ils zonisent, puisqu'il représente, pour eux, il était mort et son retour était impossible, il était déjà enterré, et Vladimir Poutine, dont on sait que depuis quasiment son accession au pouvoir en 2000, avec les guerres en Tchétchénie soutenues dont les djihadistes, les rebelles étaient soutenus par BHL, Bernard Kouchner, etc., plus l'interdiction de la Gay Pride à Moscou, il est devenu le diable blanc, le diable occidental depuis 30 ans. Oui. Alors, Charles d'Anjou, précisément, qu'est-ce que vous pensez de la posture d'Emmanuel Macron actuellement ? On voit qu'il essaie quand même, on le dit depuis des semaines, mais de s'afficher comme l'homme de la situation, l'homme fort.
Il a parlé d'ailleurs d'actions fortes contre la Russie, qui, si jamais elle continue à refuser la paix, hein, selon ses mots. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la bonne attitude à adopter face à un chef d'État, Poutine, qui en l'occurrence est lui aussi un homme assez, assez, assez important, assez fort? Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions. Et on voit il se rêve depuis longtemps d'ailleurs en chef de guerre. Un de ses premiers déplacements en 2017, après son élection, c'est sur une base aérienne ayant revêtu une combinaison de pilote. On le voit un peu comme, comme Tom Cruise dans Top Gun qui défile là devant les pilotes. Tout ça est ridicule, mais ça fait partie du personnage. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, c'est pour lui le moyen entre guillemets, de se remonétiser sur la scène nationale, parce que finalement, il veut plus mettre les mains dans les affaires internes. Et sur la scène internationale, évidemment, pour lui, comme il n'y a pas, finalement, le front anti-Poutine est assez mince. À part les pays occidentaux et l'Australie, il reste plus grand monde. Il n'y a jamais eu d'ailleurs beaucoup d'autres pays que ces pays-là. Donc pour lui, il est dans une mise en scène, il est dans un jeu de rôle avec très peu de moyens, puisque aujourd'hui, il parle d'une intervention éventuellement en Ukraine, mais on sait qu'on n'en a pas les moyens. Les Européens n'en ont pas les moyens. Les Britanniques n'en ont pas les moyens. Mais il est surtout dans un discours assez radical et rejoint par très peu de personnes, parce que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou ailleurs, je dirais sa voix résonne dans le vide. Je relisais tout à l'heure les péripéties de Jean-Marc Berton, ambassadeur aux droits LGBT, qui essaie de faire le tour de la planète pour prêcher la bonne parole d'Emmanuel Macron. C'est tout à fait ridicule, ça n'a aucun impact. Enfin, si, ça a un impact, mais extrêmement négatif. Parce que vous envoyez un ambassadeur LGBT, on ne sait pas d'ailleurs quel est l'intérêt pour la France d'envoyer un ambassadeur LGBT, de payer, de prélever une partie du budget du ministère des Affaires étrangères pour faire la promotion de ce genre de choses. Ouais. Eh bien non, Emmanuel Macron, il en est convaincu, c'est son idéologie, et il pense qu'il va forcer la porte et qu'en forçant la porte va s'ouvrir et qu'il va pouvoir rentrer. Bon, je pense qu'il se prend pas la porte, il se prend le mur quasiment systématiquement. Et la parole de la France, d'ailleurs, c'est assez triste et assez catastrophique, est totalement isolée. On est totalement, il faut dire, Emmanuel Macron et son action gouvernementale sont totalement ridicules, sont la risée d'à peu près tous les pays de la planète. C'est ça, parce que Emmanuel Macron n'est pas le seul à se prendre la porte. Malheureusement, c'est la France entière qui va se la prendre, les Français avec. Quand vous dites qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, donc la France, n'ont pas les moyens de partir en guerre contre l'Ukraine, et pourtant, c'est ce que brandit Emmanuel Macron. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez plausible qu'Emmanuel Macron choisisse cette option sans en avoir pourtant les moyens? Est-ce qu'on aurait raison ou tort de se rassurer en se disant « Oui, Emmanuel Macron balance ses grandes phrases, mais comme on sait qu'on n'en a pas les moyens, c'est irréalisable, on ne le fera jamais » ou est-ce qu'au contraire, on est capable de le faire même sans en avoir les moyens? Et là, c'est super inquiétant. Emmanuel Macron ce serait une option éventuellement sur la table si Joe Biden était toujours président des États-Unis, ou si Kamala Harris avait remporté l'élection présidentielle. Là, sans le soutien américain, c'est quand même très compliqué d'un point de vue logistique. Tant que les Américains ne donnent pas leur feu vert, c'est quasiment impossible. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire envoyer des soldats en Ukraine? Ça veut dire les envoyer dans l'ouest de l'Ukraine, à la frontière avec la Roumanie, en soutien logistique. On sait qu'aujourd'hui, les Français, surtout les Britanniques, mais les Français doivent certainement y participer, aident déjà les Ukrainiens dans le domaine du renseignement satellitaire, qui est essentiel pour les Ukrainiens. Sans le renseignement satellitaire, le front s'effondre en un mois, c'est tout à fait capital. Ils les aident évidemment en formation. Il y a des soldats ukrainiens qui sont formés en France, il y a des formateurs, des observateurs français qui sont présents à proximité de la ligne de front en Ukraine. Maintenant, la menace qui brandit avec ces petits points, c'est celle éventuellement d'envoyer des soldats européens proches de la ligne de contact. Mais là, les Russes ont déjà répondu que pour eux, ça ne changerait absolument rien. Il y a un an, Piotr Tolstoï, qui est vice-président de la Douma, avait dit il y a un peu plus d'un an et demi, 2 ans, il avait dit envoyez vos chars à l'Ukraine, nous les brûlerons. Effectivement, ils les ont brûlés. J'en ai été personnellement le témoin. On a trouvé du matériel français
sur la ligne de front près de Bakhmout. Le matériel occidental n'a pas résisté aux vieux obus soviétiques tant décriés sur les plateaux de télévision. Et donc, si Emmanuel Macron choisit cette option, eh bien là, je pense que ça n'arrêtera pas les Russes et qu'il y aura des morts français et que là, il va devoir expliquer aux Français quel était l'intérêt, au-delà des grandes phrases, des grands discours à géométrie variable sur la démocratie, les droits de l'homme, etc., puisqu'il est capable de les appliquer quand ça l'arrange et il est capable de fermer les yeux quand le résultat des élections ne lui convient pas, eh bien là, il va devoir expliquer aux Français et là, ce sera, à mon avis, très, très compliqué. Donc, je pense qu'il est toujours un peu je pense qu'il est emporté par sa propre énergie, par son propre enthousiasme et que parfois, il peut flirter avec la limite soit du ridicule, soit de l'inacceptable et du dangereux. Et parfois, d'ailleurs, il franchit la limite et il met un pied de l'autre côté. Donc, effectivement, avec lui, rien n'est exclu, mais ça paraît quand même, d'un point de vue purement rationnel, ça paraît quand même très compliqué de le faire. C'est une addition, l'équipe est invitée à réagir. Non, oui, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait ce rapprochement entre Russes et États-Uniens. En même temps, on a l'impression que Donald Trump, qui avait promis qu'il réglait en 24 heures le problème russe, maintenant on est à peu près à 1700 heures de négociations, et donc on a un peu dépassé le cas des 24, et il commençait à brandir le fait qu'on allait quand même durcir le ton avec la Russie. Donc c'est une négociation diplomatique, on voit bien qu'il tend d'une main quelque chose et que de l'autre il menace avec le poing. Est-ce que véritablement vous avez l'impression que Poutine est en train de profiter d'un avantage au risque que cet avantage se dissipe, ou est-ce que la position russe est très forte et ils peuvent se permettre de se passer de la médiation de Trump pour s'assurer une victoire en Ukraine? Alors moi, je pense que les Russes, enfin c'est mon opinion très personnelle, mais je pense que les Russes et les Américains se sont entendus, qui partagent un certain nombre de choses, une des choses, un de leurs objectifs communs au-delà de l'Ukraine, c'est de faire plier les Européens, de tordre le bras des Européens, de ceux qui ont souhaité leur perte en Ukraine et électoralement aux États-Unis. Ça, c'est évident. C'est la base de la relation aujourd'hui entre Trump et Poutine, au-delà du fait que humainement, ils s'apprécient, ils se connaissent et ils s'apprécient. Maintenant, je pense qu'il y a un agenda qui est maîtrisé de part et d'autre. Je pense que vraisemblablement, les Russes ont demandé aux Américains du temps, puisque sur le terrain, les choses s'orientent quand même de manière très favorable. Il n'était pas dans l'intérêt des Russes d'arrêter la guerre aujourd'hui. Ils ont certainement demandé du temps aux Américains. Les Américains ont ouvert le sujet des droits de douane, ont d'autres choses. On voit que le narratif aujourd'hui américain est passé sur les questions économiques, les questions douanières, et que les Américains laissent du temps aux Russes. Alors, parfois, vous avez rappelé Donald Trump a un peu durci le ton, mais tout ça, à mon avis, c'est de la façade. Et il y a d'autres choses, d'ailleurs, qui se négocient. Il n'y a pas que l'Ukraine. Il faut rappeler que les Américains n'ont toujours pas signé l'accord sur les minerais rares avec les Ukrainiens parce que les Ukrainiens, eh bien, comment dire, ont prolongé les négociations, ont refusé la première mouture présentée par les Américains. Et que derrière cette guerre en Ukraine, il y a certainement d'autres choses, il y a d'autres dossiers dont la négociation demande du temps. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'aujourd'hui, les Américains et Trump ont accepté de donner du temps aux Russes sur la question ukrainienne et aussi pour pouvoir avancer avec eux de manière paisible sur d'autres dossiers. Comme quel dossier, par exemple, Charles Danjou? Ah bah, les dossiers sont innombrables. Il y a le dossier iranien, il y a le dossier palestinien, il y a le dossier chinois. Il y a un certain nombre de questions sur lesquelles les Américains voudraient un rapprochement avec les Russes pour pouvoir contrebalancer l'influence de la Chine, par exemple. Et les Russes qui le savent et qui, malgré leurs déclarations depuis 3 ans que jamais ils ne reviendront vers l'Occident, etc., en réalité sont des pragmatiques, sont des réalistes. Et ils utilisent ces demandes américaines comme des leviers sur l'Ukraine, par exemple. Et il est vraisemblable que le règlement de la question ukrainienne est bien moins important qu'un rapprochement avec les Russes sur la question chinoise ou une éventuelle médiation des Russes avec l'Iran. L'Ukraine ne compte finalement pas beaucoup. Et tout est question ce sont des éléments de langage. S'il faut que Trump explique que
les négociations prennent plus de temps et que il faut encore 6 mois de négociations, il trouvera les mots pour le dire, pour s'exprimer, et tout le monde acquiescera et tout le monde sera mis devant le fait accompli. On attendra de la fin, on attendra les 6 mois de plus. Mais alors justement, l'objectif de Donald Trump, l'objectif affiché en tout cas, c'est de séparer la Russie de la Chine, qui est pour l'instant le principal adversaire de Donald Trump. Est-ce que c'est vraiment possible aujourd'hui de détacher la Russie de la Chine, sachant que depuis le début de la guerre, la Russie a réorienté tous ses flux vers l'Asie, vers la Chine, notamment ses flux gaziers et pétroliers. Les liens sont désormais extrêmement solides entre les deux pays. Maintenant, il y a aussi un autre aspect qui est que le divorce entre la Russie et l'Occident semble plutôt consommé, en tout cas entre la Russie et l'Europe semble plutôt consommé. Concrètement, est-ce que Trump peut vraiment arriver à séparer justement la Russie de sa part asiatique? Alors, pas séparés, puisque les Russes se sont tournés de manière durable vers l'Asie. On le voit à Moscou, par exemple, dans le secteur automobile, la plupart des constructeurs étrangers ont fermé leurs usines en Russie. Et donc, les Russes les ont remplacés immédiatement par des voitures chinoises ou coréennes. Il en est de même pour un certain nombre de secteurs de l'économie. Donc, de toute façon, les Russes sont tournés maintenant vers l'Asie durablement. Mais il n'est pas dans l'intérêt des Russes de rompre définitivement avec les Occidentaux et surtout avec les Américains pour plusieurs raisons. D'abord parce que les sanctions américaines quand même font mal sur le secteur énergétique. Les Russes vendent toujours leur pétrole et leur gaz, mais dans des conditions qui sont moins favorables. Il y a le fait qu'ils soient coupés du système SWIFT, c'est-à-dire du système des transactions internationales, notamment vers les banques occidentales. Aujourd'hui, la plupart des banques russes sont sanctionnées, donc il y a un certain nombre d'opérations financières qui leur sont impossibles. Ça pénalise aussi l'économie. Il ne faut pas dire que tout est rose en Russie avec les sanctions. La Russie, les sanctions ont un impact sur la Russie qui est assez fort. Et puis, surtout, un rapprochement avec les Américains permettrait, comme je le disais tout à l'heure, de forcer aussi la main aux Européens, et notamment sur la question des sanctions européennes, puisque une des clés pour arrêter la guerre, c'est que un élément de négociation central, c'est la levée des sanctions européennes. Et s'il n'y a pas d'engagement ferme des Européens sur ce plan-là, il est peu vraisemblable qu'un accord de paix soit signé à court terme. Et là, les Russes ont besoin des Américains, puisque les Américains, malgré tous leurs défauts, ont des moyens de pression sur les pays européens qui ne sont pas négligeables. Et les Russes comptent bien sur Donald Trump pour pouvoir, je dirais, forcer les Européens à faire la paix en Ukraine. Et en même temps, les Européens ont justement un avantage décisif par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire que le déficit commercial des États-Unis par rapport à l'Union européenne se chiffre à 200 milliards de dollars, si je ne m'abuse, et même un peu plus. Autrement dit, pour le moment, les États-Unis sont économiquement dépendants de ce qu'ils importent de l'Union européenne. Oui, la balance commerciale, ça c'est sûr. Maintenant, le leadership américain et la capacité de négociation des États-Unis, elle va bien au-delà de la question commerciale. Elle est dans le poids que jouent les États-Unis dans un certain nombre d'instances internationales. On a beaucoup parlé de l'OTAN, mais si demain les Européens doivent assumer leur propre sécurité, ça va coûter des centaines de milliards d'euros aux contribuables européens, aux contribuables français. Et donc, l'influence des États-Unis, elle est non négligeable. Et les Russes le savent très bien. Et ils savent qu'avec Donald Trump, ils peuvent à la fois gagner, progresser, marquer des points en Ukraine sur le terrain militaire, mais aussi sur le terrain diplomatique. Ils ont le soutien des pays non alignés, des pays des BRICS, dirons-nous. Je le disais tout à l'heure aussi, des pays du Moyen-Orient, de la plupart des Émirats arabes, de l'Arabie saoudite, etc. Et maintenant, ils peuvent aussi trouver un soutien avec Donald Trump. Donc pour eux, finalement, l'horizon n'a jamais été aussi dégagé qu'en ce moment. Il ne reste que, je le disais, quelques pays européens, puisqu'on voit que Giorgia Meloni, par exemple, a commencé à prendre un petit peu ses distances avec Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen sur la question russe. Il y a un certain nombre d'États européens qui aussi sont
sont très frileux, voire même sont carrément sur la ligne Trump-Poutine. Et donc, il reste le cœur nucléaire aujourd'hui de l'opposition à Vladimir Poutine et Donald Trump, c'est le triptyque, je le disais tout à l'heure, Keir Starmer, Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron. Mais que peuvent faire trois pays européens? Aller un peu plus, si on étend un peu la chose, mais face à Donald Trump, face à la puissance de l'Amérique, finalement, certainement pas grand-chose. Maëlys Clausel. Oui, Charles Danjou, vous avez dit tout à l'heure que les sanctions européennes sur la Russie avaient un gros impact, notamment donc, sur le pays. Mais alors pourquoi les États-Unis et la Russie veulent continuer la guerre un petit peu indéfiniment? Puisque bon, si l'armée russe est également fatiguée, pourquoi? C'est un peu une question bisounours, mais pourquoi finalement ne pas aboutir à une solution de paix si tout le monde est fatigué, quoi? Alors, l'impact des sanctions en Russie, elle est réelle dans certains secteurs. Le principal secteur touché, c'est le secteur aéronautique, puisque la plupart des avions, ce sont des Boeing ou des Airbus. Et donc, il y a un problème aujourd'hui de maintenance qui est évident, qui se fait via des pays tiers, mais qui se fait à des coûts, à mon avis, très importants. Donc, voilà. Ceci étant, comme je l'entendais il y a 2 ans, il n'y a pas de file file d'attente devant les magasins d'alimentation. La vie continue, les Russes continuent à consommer. Il y a de l'inflation, mais il y a beaucoup de croissance aussi. Donc finalement, la situation n'est pas du tout l'objectif des Occidentaux qui ont toujours considéré que les Russes étaient des crétins alcooliques et que la Russie sera à genoux en 6 mois ou 1 an est totalement un échec. Voilà. Donc, vous parliez de l'armée russe. L'armée russe aujourd'hui, comme l'armée ukrainienne d'ailleurs, elles se font une guerre qui est très différente de celle du début du conflit. C'est une guerre, on l'a souvent évoqué, essentiellement menée à base de drones et de petits assauts blindés, de petits assauts mécanisés et d'infanterie. Donc, côté russe, on a toujours les moyens de faire la guerre. 2, les moyens techniques. 2, il y a un afflux de volontaires qu'on constate à chaque fois. D'ailleurs, de volontaires étrangers. On a trouvé deux anciens légionnaires du 2e REP lors de dernier séjour dans la région de Donetsk. Donc, il n'y a pas de problème de recrutement et de masse humaine pour mener la guerre. L'objectif des Russes, il est double. Premièrement, c'est d'épuiser, de détruire l'armée ukrainienne, de détruire les matériels envoyés par les Occidentaux et qui commencent à manquer, puisque si le parc américain de véhicules blindés arrête de fournir, d'envoyer ces engins en Ukraine, eh bien, il est vraisemblable que les Ukrainiens vont manquer de véhicules blindés. Ça, les Russes le savent. Et donc, leur objectif numéro 1, c'est d'épuiser et de détruire l'armée ukrainienne systématiquement et où qu'elle se trouve. Deuxièmement, il y a un objectif aussi territorial qui peut être d'ailleurs plus problématique, puisque au-delà des régions aujourd'hui prises par les Russes, se pose la question de 2 villes absolument importantes et très symboliques pour eux. La première, c'est Kharkov, donc dans le nord-est du pays. La deuxième, c'est Odessa. Et on parlait tout à l'heure de négociations. Évidemment, on en sait très peu sur le contenu des négociations, mais il y a vraisemblablement dans les négociations un point territorial qui concerne ces 2 villes qui sont extrêmement importantes pour les Russes. Kharkov dans le nord, parce que c'est une ville symbolique, c'est l'ancienne capitale de l'Ukraine. Elle est très importante pour assurer la sécurité et détruire le parc industriel ukrainien, puisque Kharkov, c'est la première ville industrielle ukrainienne. Et Odessa, parce que c'est aussi une ville très importante, construite d'ailleurs par les architectes français et qui fait la jonction avec une autre région qui est celle de la Pridnestrovie, de la Transnistrie, qui est à l'ouest de l'Ukraine, située entre la Moldavie et l'Ukraine, et qui est peuplée de Slaves orthodoxes, soutenus par les Russes depuis 1991. Il y a d'ailleurs un contingent russe qui assure toujours la sécurité sur place. Et cette question d'Odessa, de cette jonction avec la Pridnestrovie, avec la frontière moldave, elle est pour les Russes vraisemblablement assez capitale. Et on n'en a pas dit un mot, mais il est vraisemblable que ces 2 villes, cette question territoriale, soit quand même un aspect central dans les revendications et dans la négociation des Russes. Adèle Rosner. Moi, j'aimerais revenir sur une actualité aussi un peu française, enfin complètement française finalement, avec la condamnation de Marine Le Pen. Et la Russie a été, si je ne dis pas de bêtises, la première puissance étrangère à réagir
donc, à cette condamnation et à lui avoir apporté son soutien. Mais concrètement, en Russie, est-ce que les gens autres que le gouvernement donc, ont un avis sur cette condamnation? Globalement, Marine Le Pen tout le monde connaît Marine Le Pen en Russie et elle bénéficie d'une cote de popularité qui est assez impressionnante. Au-delà de sa personne, c'est ce que les Russes regrettent un peu, c'est cette image d'Épinal du français avec son béret, sa baguette, du vrai français en fait, et que les Russes qui connaissent bien l'Occident, qui connaissent bien la France, je crois que quasiment un Russe sur quatre que je croise est allé une fois en France, au moins. Et à chaque fois qu'il vous parle de la France, il y a une espèce de nostalgie. Ils vous disent, mais dans quel état est votre pays? Les rues à Paris sont sales. Vous avez des hordes de clandestins sous le métro. La ville est devenue, c'est absolument pas sécurisé. C'est devenu dangereux. Et puis, il y a évidemment ce dont on parlait tout à l'heure, la Gay Pride, les droits des trans, etc. Les Russes sont très bien au courant, très très bien au courant de ce qui se passe en France. Nous, donc, on avait Marine Le encore Pen, de pour les vraies Russes, élections, mais apparemment, ça va bientôt plus être le cas. Oui, non, mais Marine Le Pen, pour les Russes, c'est un peu le recours qui reste aux Français. Quels que soient les Russes, d'ailleurs, il y a beaucoup de Russes de confession musulmane qui m'ont dit, tu sais, si j'étais français, je voterais Marine Le Pen. Donc, ça représente le dernier espoir. Et puis surtout, là, avec les événements que vous rappeliez, pour les Russes, c'est le signe que toutes les voix discordantes, dissonantes, peu dissidentes, peut-on dire, en Occident, eh bien, font l'objet d'une chasse. Je passe sur le fond de l'affaire, parce que il y a un différend administratif et financier entre le Parlement européen et le Rassemblement national. Au-delà de ça, on voit bien qu'il y a quand même une pression sur tout ce qui n'est pas aligné en Europe. Il y a le cas de Marine Le Pen, mais il y a le cas aussi de la Roumanie, vous en avez parlé, avec l'annulation de la candidature de M. Georgescu. Il y a le cas de la Moldavie, il y a le cas de la Géorgie. On voit le traitement réservé à l'AfD en Allemagne, quand l'AfD commence à obtenir des résultats électoraux importants. Donc, les Russes savent qu'il y a une pression, et la pression, elle est exercée par ces mêmes belles âmes qui passent leur temps à expliquer que il faut absolument exporter la démocratie, les droits de l'homme et les valeurs LGBT partout dans le monde. Alors, c'est vrai qu'ils tentent plus de le faire dans des pays qui, je dirais, la Russie pour eux est un objectif, par exemple, prioritaire dans le sujet. Ils voudraient changer, et les Russes le savent, le pouvoir russe, les valeurs russes. Ils essaient moins de le faire en Arabie Saoudite ou au Qatar. Là, le cours des affaires ne pose aucun problème. Les chèques se signent et on ne parle jamais de ces valeurs, de ces belles valeurs. On préfère réserver ça aux États qu'on pense pouvoir retourner. Et donc, il y a les pays de l'Est de l'Europe, il y a la Russie, ça a manqué. On nous avait promis l'assassinat de Vladimir Poutine, la révolution dans la rue, etc. Tout ça n'a pas eu lieu. Et il faut bien dire que ce que partagent les Russes avec un certain nombre de peuples occidentaux, c'est ce réveil politique, ce réveil des valeurs, et ce refus de mourir, et donc la nécessité absolue de s'opposer comment dire, à un pouvoir qui ne fera aucune concession idéologique et qui est en guerre idéologique depuis 60 ans contre ces gens. Et ce qui est assez... le fait qu'on soit en guerre contre la Russie communiste, ça paraît juste absolument normal, étant donné ce qu'elle a réussi à apporter au monde. Je suis content que les Russes souffrent de chrétienne compassion pour Marine Le Pen et le sort réservé aux opposants politiques, mais est-ce que véritablement Vladimir Poutine a été un modèle de démocratie vis-à-vis de toutes les oppositions, entre sa réhabilitation de Staline et les quelques personnes qui sont tombées du toit ? Alors, c'est une vaste question. Vladimir Poutine, en Russie, pour répondre à la question de Staline, en dehors de ses convictions personnelles, il n'a eu d'autre choix que de faire la synthèse nationale d'un pays compliqué, d'un pays dans lequel vous avez plus de 55 nationalités, 55 ethnies,
plusieurs religions avec des minorités très très fortes, voire même des majorités. Si on parle du Caucase, il y a des républiques à majorité musulmane. Et donc il est dans un pays complexe et pour conserver l'unité de ce pays qui était menacé après la chute de l'Union soviétique, puisque un certain nombre de républiques, par exemple, avaient demandé leur indépendance. Certaines, d'ailleurs, ont été jusqu'à la guerre, par exemple, avec la Tchétchénie. Il n'a eu d'autre choix que comment dirais-je, de faire une synthèse historique qui permette d'apaiser les mémoires, d'apaiser les consciences et de se projeter vers l'avenir. Donc, peut-être d'un point de vue occidental, puisqu'on a rappelé les crimes de Staline, qui d'ailleurs ne sont pas niés. Hein. Les Russes ne nient pas qu'il y a eu le goulag, etc. Simplement, les Russes, plutôt que de regarder dans le rétroviseur et de battre leur coupe systématiquement en prolongeant des débats historiques qui sont, de leur point de vue, pas très utiles, eh bien, on choisit de prendre le bon et le mauvais de leur histoire et de se concentrer vers l'avenir. C'est peut-être ce qui manque d'ailleurs en France, puisqu'en France, on est toujours sur des débats de collaboration, des débats historiques, etc., qui, 80 ans après, continuent à faire la première page des journaux, et c'est assez insupportable. Et alors, en une seconde, Charles d'Anjou. Sur la deuxième partie de la question, la Russie est une démocratie autoritaire, mais il faut bien regarder que à l'échelle du globe, 70% des pays de la planète ne sont pas des démocraties à l'occidentale, et que peut-être il faut le comprendre et l'accepter, puisque, ce n'est peut-être pas à Paris ou à Londres d'expliquer, de dicter comment on doit organiser sa démocratie et conduire son gouvernement à la Russie comme à d'autres pays de la planète. Ouais. Merci Charles d'Anjou pour cet entretien. Puis on vous retrouvera très bientôt pour continuer cette discussion. Merci.